On m'a demandé de me taire. 3 fois. Par des hommes qui portèrent des sceaux que je ne suis pas autorisé à décrire, dans des langues que l'Inquisition elle-même m'aurait brûlées. Je n'ai pas obtempéré. Ce récit constitue ma confession et mon acte d'accusation simultané, rédigé après que mes supérieurs eurent disparu, après que les archives eurent été scellées au fer rouge, après que le nom de Tibéros eût été effacé de 87 registres dont j'avais moi-même supervisé la rédaction. Ce que j'ai découvert ne concerne pas un chapitre. Cela concerne une lignée que l'Imperium refuse d'admettre avoir perdue. Les preuves convergent vers une vérité que même les hauts seigneurs de Terra préfèrent ensevelir sous des millénaires de silence officiel. Tibéros le Sillage Rouge n'est pas ce que ses propres frères croyons qu'il est. Et cette ignorance, cultivée, entretenue, armée, est peut-être la plus grande conspiration de l'ère post-hérésie. Mes mains tremblent encore. Pas de peur. La peur m'a abandonné il y a longtemps. Quelque part entre le 3e sceau brisé et la découverte du registre génomique que personne n'aurait dû conserver. Mes mains tremblent, parce que je comprends maintenant ce que signifie avoir trouvé. Pas découvert. Trouvé comme on trouve une arme chargée pointée vers soi depuis le début. Tibéros le Sillage Rouge respire en ce moment même. Il combat, il massacre, et chaque goutte de sang qu'il verse constitue une preuve vivante que l'Imperium a menti sur le nombre de ses fils perdus. 20 primarques, 2 reniés, 18 reconnus. Ce chiffre est une prière que l'on répète jusqu'à ce qu'elle remplace la réalité. Je m'appelle Admonius Vract. J'étais scribe senior au sein du Departamento Munitorum, affecté pendant 19 ans à la classification des lignées génétiques des chapitres non codex. Mon travail consistait à cataloguer les anomalies, à rédiger des rapports que personne ne lisait, à ranger des vérités inconfortables dans des colonnes ordonnées. Un travail invisible, un travail parfait pour ce que j'allais découvrir. Le dossier portait une désignation anodine, Xenos génomique comparative, référence oblique, cycle 742. Aucun nom de chapitre, aucune planète d'origine désignée, simplement des séquences. Des marqueurs hélicoïdaux disposés en colonnes que je reconnaissais partiellement. Les 97% supérieurs correspondaient à une architecture génétique que tout adepte de mon rang aurait identifiée. Astarte standard, lignée de la Grande Croisade, sans dérive notable. Le reste, ces 3% résiduels, ne figuraient dans aucun catalogue connu, ni dans les archives de Guiman, ni dans les reconstructions partielles de Nicaea. Nulle part. J'ai demandé à un collègue de vérifier. Il a été transféré 48 heures plus tard vers une station dont je n'ai jamais reçu les coordonnées. J'ai alors compris que la question correcte n'était pas à qui appartiennent ces séquences. La question correcte était pourquoi ces séquences existent encore. Les requins cramoisis ne sont pas un chapitre ordinaire. Cela, même les chroniques officielles l'admettent entre les lignes de leur propre embarras. Leur brutalité dépasse les paramètres opérationnels acceptables. Leurs pertes ennemies sont documentées avec une précision qui ressemble davantage à une obsession qu'à un rapport de bataille. Ils consomment. Ce verbe revient dans les témoignages des survivants avec une régularité qui n'est pas métaphorique. Et leur maître de chapitre, Tibéros, porte 2 reliques que les armureries de Baal, de Macragge ou de Fenris ne sauraient expliquer par aucune tradition connue. Charybde et Scylla. Des griffes doubles d'une conception antérieure à toute nomenclature répertoriée. Antérieure à l'hérésie. Peut-être antérieure à la Légion dont elles sont censées provenir. J'ai isolé les photographies de ces artefacts, obtenus depuis des rapports d'engagement contre les flottes tyrannides, là où Tibéros opère avec une intensité qui confond même ses alliés. Et je les ai soumises à une analyse métallurgique comparative. L'alliage de base ne correspond à aucune forge post-hérésie, pas à Mars, pas à Inuit, pas au forge-monde reconnu de la Segmentum Ultima. La signature thermique de fabrication indique une température de travail et une durée d'exposition impossible à reproduire avec les capacités actuelles du Mechanicus. Ces griffes n'ont pas été fabriquées pour un chapitre de la 20e fondation. Elles ont été fabriquées avant que le concept de chapitre existe. Voilà ce que mes archives m'ont appris avant qu'on me les retire. Un primarque ne disparaît pas simplement. Il laisse des traces dans la chair de ses fils. Des traces que 10 000 ans de brassage génétique n'effacent pas entièrement.
Ces 3% résiduels que j'ai découverts dans les séquences non cataloguées, cette architecture sans nom, sans origine déclarée, sans primogéniteur reconnu, constituent exactement le type de résidu qu'une lignée orpheline laisserait derrière elle. Une lignée dont le père n'est ni mort, ni reconnu, ni perdu au sens ordinaire du terme. Une lignée dont le père marcherait peut-être encore, sous un autre nom, portant des griffes que personne n'a jamais eu l'autorisation de lui demander d'expliquer. Vous pensez que les hauts seigneurs de Terra ignorent ce que je viens de vous révéler? Ils ont brûlé les mêmes archives, 2 siècles avant moi. Le silence institutionnel a une texture. Ceux qui n'ont jamais travaillé à l'intérieur des strates profondes du Departamento Munitorum ne peuvent pas le reconnaître. Il ressemble à de l'ordre, à de la rigueur, à de la compétence administrative. Mais quand on a passé 19 ans à classer des anomalies, on apprend à distinguer le silence naturel du silence cultivé. L'un résulte de l'absence d'information. L'autre résulte de son extraction chirurgicale. Tout ce qui concerne Tibéros a été extrait, pas effacé. L'effacement laisse des cicatrices visibles, des lacunes que les auditeurs détectent. Non, extrait. Remplacé par des données de substitution suffisamment cohérentes pour résister à un examen superficiel, insuffisantes pour survivre à une confrontation avec les sources primaires. J'ai trouvé 3 versions différentes de la fondation des requins cramoisis dans 3 archives distinctes supposément identiques. Les dates divergent de 200 ans. Les planètes d'origine candidate passent de Badab à un monde maritime non désigné de la Segmentum Obscurus, à une désignation numérique qui ne correspond à aucune cartographie que j'ai pu consulter. 3 versions, 0 cohérence. Une intention parfaitement lisible pour qui sait regarder. J'ai croisé ces incohérences avec les rares témoignages de bataille impliquant Tibéros directement. Des récits d'officiers de la garde impériale, des rapports d'inquisiteurs dont les noms avaient été partiellement caviardés, une déposition unique d'un apothicaire des ultramarines ayant combattu aux côtés des requins cramoisis lors d'un engagement contre la flotte ruche Kraken. Cet apothicaire, je ne divulguerai pas sa désignation pour les raisons évidentes que vous imaginez, avait tenté de prélever un échantillon tissulaire sur un requin cramoisi mortellement blessé. Procédure standard, geste banal. Tibéros lui avait brisé le poignet avant que la seringue touche la chair. Pas par hostilité, pas par agression territoriale. Le compte-rendu de l'apothicaire insiste sur ce détail avec une précision presque frénétique. Le geste de Tibéros était protecteur, réflexe pur, instantané. Comme si la préservation de ce tissu constituait une priorité absolue, ancrée à un niveau qui précède la cognition consciente. Qu'est-ce qu'un être protège instinctivement, même mourant, même au-delà de la douleur, ce qu'il ne peut pas laisser analyser. Je me suis replongé dans les séquences génomiques du dossier sans désignation. J'ai isolé les marqueurs résiduels, ces 3% orphelins. Et je les ai soumis à une procédure comparative que mes supérieurs n'avaient pas anticipée, parce qu'elle nécessitait un accès simultané à 2 archives normalement séparées par 4 niveaux de classification. J'avais cet accès. Erreur administrative, cadeau involontaire. Les marqueurs résiduels présentaient une architecture de stabilisation que les généticiens du Mechanicus appellent verrouillage primordial, une structure hélicoïdale dont la rigidité suggère une intervention directe lors de la conception originale, sans les corrections itératives caractéristiques des lignées développées post-unification. Les 18 primarques reconnus portent tous des signatures de correction, des ajustements, des compensations, les traces visibles d'un processus de création qui a tâtonné, révisé, perfectionné. Ces marqueurs ne portaient aucune trace de correction, une création sans itération, sans hésitation inscrite dans la chair, comme si le concepteur savait exactement ce qu'il fabriquait dès le premier instant, ou comme si ce matériau génétique précédait le processus de création lui-même. L'empereur a créé 20 primarques, c'est la doctrine. Mais la doctrine ne précise jamais dans quel ordre. Elle ne précise jamais si certains projets ont précédé le projet officiel. Elle ne précise jamais ce que signifie créer pour un être capable de façonner des âmes depuis la substance même du warp. Malcador savait. Les archives de Nicaea contenaient des fragments
que j'ai reconstituées depuis 4 sources différentes, chacune amputée différemment, chacune manquant exactement ce que les autres conservaient. Ensemble, ils suggèrent l'existence d'un programme antérieur au vin. Un programme dont les sujets furent soit intégrés aux légions reconnues, soit dispersés, soit conservés, sous d'autres désignations, sur des mondes difficiles à surveiller, avec des armes qu'on ne leur demande jamais d'expliquer. Les griffes de Tibéros ne ressemblent à rien de connu parce qu'elles proviennent d'une époque que l'Imperium a décidé de considérer comme antérieure à l'histoire officielle. Ce qui précède l'histoire officielle n'a pas besoin d'être expliqué. Il a seulement besoin d'être maintenu en vie. Quelque part, au bord des étoiles, là où les flottes tyrannides arrivent en première, là où les témoins humains survivent rarement, là où un être d'une puissance inexplicable peut massacrer sans que personne ne pose les mauvaises questions. Mais si vous pensez que les griffes constituent là la preuve la plus troublante de ce que Tibéros dissimule dans sa propre physiologie, attendez de découvrir ce que les apothicaires qui ont osé l'examiner ont réellement trouvé à l'intérieur. Il existe une catégorie de documents que le Departamento Militarum désigne sous l'appellation « récit médical contingent », un euphémisme administratif pour ce que les praticiens appellent entre eux, à voix basse, un rapport d'autopsie sur sujet vivant. Ces documents existent parce que certains êtres résistent à toute classification standard, parce que leur corps génère des données incompatibles avec les protocoles d'évaluation ordinaires, parce que les médecins qui les examinent reviennent changer d'une manière que leurs supérieurs préfèrent quantifier plutôt qu'admettre. 4 récits médicaux contingents ont été rédigés sur des membres des requins cramoisis au cours des 3 derniers millénaires. J'en ai reconstitué des fragments depuis des sources que je ne nommerai pas. Le 4e, le plus récent, le plus incomplet, le plus manifestement censuré, concernait Tibéros lui-même. L'apothicaire qui l'avait rédigé s'appelait Phaedrus Von, praticien de la Death Watch, affecté temporairement à une mission conjointe dans la Segmentum Ultima. Son rapport initial comportait 47 pages. La version que j'ai reconstituée en compte 9. Les 38 pages manquantes ne constituent pas une lacune. Elles constituent une architecture. On comprend ce qu'elles contenaient précisément parce qu'elles ont été retirées. Ce que les 9 pages restantes révèlent suffit déjà à justifier leur suppression. La musculature de Tibéros présente une densité fibrale supérieure de 40% à celle des Astartes standards les mieux documentés. Non pas une variation individuelle, une conception. La distinction est fondamentale. Une variation résulte d'une adaptation progressive, d'une pression environnementale, d'une dérive générationnelle. Une conception résulte d'une intention. Quelqu'un a voulu ce corps tel qu'il est. Quelqu'un l'a calculé. Le système osseux révèle une composition minérale sans équivalent dans les 104 chapitres que Von avait examinés au cours de sa carrière. Pas une densité supérieure, une composition différente. Des éléments traces absents chez tout Astarte connu, présents chez Tibéros en concentration qui rendraient son squelette détectable par des instruments d'analyse minérale à travers plusieurs centimètres de blindage. Von avait tenté d'identifier l'origine de ces éléments. Ces recherches l'avaient conduit vers des analyses géologiques de mondes antérieurs à la colonisation humaine. Des planètes dont la formation précède l'ère solaire actuelle de plusieurs milliards d'années. Des matériaux que la biologie humaine ne devrait pas pouvoir intégrer. Des matériaux qu'une biologie conçue spécifiquement pourrait porter. Le système neurologique générait des données que Von qualifiait, je cite depuis les fragments préservés, de temporellement incohérentes. Les vitesses de conduction mesurées dépassaient les maximums théoriques pour toute architecture neuronale organique connue. Pas légèrement. D'un ordre de magnitude. Von avait d'abord suspecté une défaillance de ces instruments. Il les avait recalibrés 3 fois. Les résultats demeuraient identiques. Il avait alors écrit une phrase que la censure n'avait pas entièrement effacée. Seulement le sujet grammatical avait été noirci, laissant visible la proposition subordonnée, réagit à des stimuli non encore survenus au moment de la réaction enregistrée. Un être qui répond avant que l'événement se produise. Pas de la préscience au sens psycheur du terme. Aucune signature warp détectable dans les examens de Von, aucune résonance immatérielle, aucun des marqueurs caractéristiques qui accompagnent les individus ayant développé une sensibilité à l'au-delà. Quelque chose d'autre, quelque chose d'antérieur à la distinction entre matière et immatérium.
un sens qui précède la catégorie même dans laquelle on voudrait le classer. Wundt avait formulé une hypothèse. Elle occupait vraisemblablement une portion significative des 38 pages disparues. Ce qui en subsistait, glissé dans la marge d'une page administrative adjacente, peut-être par accident, peut-être par acte délibéré d'un archiviste dont je ne saurai jamais le nom, tenait en une seule ligne. La séquence de développement est inversée. Il ne vieillit pas vers la mort. Il vieillit vers autre chose. J'ai relu cette phrase pendant 6 heures consécutives. Les primarques vieillissent lentement. C'est documenté, admis, intégré à la mythologie impériale sans qu'on en tire les conséquences logiques. Robert Guilliman a survécu à 10 000 ans sous une forme préservée que ses propres apothicaires peinent à expliquer. Lehmann Russ a disparu en marchant vers un horizon que nul ne désigne. Les fils de l'empereur ne meurent pas selon les calendriers ordinaires. Mais vieillir vers autre chose, cette formulation appartient à une catégorie différente. Elle ne décrit pas une longévité exceptionnelle. Elle décrit une trajectoire biologique orientée vers un état que Wundt n'avait pas encore les mots pour nommer. Un état que peut-être seul le concepteur original pourrait reconnaître. Les requins cramoisis opèrent depuis des millénaires dans les zones les plus inaccessibles du front tyrannide. Leurs pertes sont documentées avec une régularité qui suggère des engagements constants, sans répit, sans rotation, vers des zones sécurisées. Un chapitre ordinaire s'effondrerait sous ce tempo opérationnel. Leurs effectifs demeurent stables. Leur maître de chapitre demeure le même. Les chroniques officielles attribuent cela à la férocité de leur recrutement, à la dureté de leur monde source, à la grâce de l'empereur. Phaedrus Wundt, lui, avait trouvé une autre explication dans les pages qu'on lui a retirées. Je crois savoir ce qu'elles contenaient. Non pas parce que je les ai lues, elles ont été détruites avant que je commence mes recherches, mais parce que les données physiologiques que j'ai reconstituées depuis 4 sources indépendantes convergent toutes vers la même conclusion que Wundt avait dû atteindre, seul dans une salle d'examen quelque part aux marges de l'Imperium. Tibéros ne vieillit pas, parce que Tibéros n'a pas encore atteint sa forme finale. Ce que nous voyons sur les champs de bataille, cette masse de destruction à demi submergée dans le sang ennemi, ces griffes qui déchirent les carapaces chitineuses comme du parchemin humide, n'est pas l'aboutissement d'une existence, c'est une chrysalide qui combat. Et si vous croyez que la physiologie de Tibéros constitue l'élément le plus difficile à dissimuler pour ceux qui maintiennent ce silence, attendez de comprendre pourquoi le nom de Corax n'apparaît jamais dans les archives officielles des requins cramoisis. Et pourquoi cette absence est la preuve la plus éloquente de leur lien. Corax ne parle pas de ses fils perdus. Cela, en soi, ne constitue pas une anomalie. Le seigneur des Ravens porte des silences qui précèdent la chute de Lorgar, des absences intérieures que même ses frères survivants n'ont jamais su cartographier. Délivrance est un monde de mineurs enchaînés, devenu libérateur. Un peuple dont la psychologie collective a été forgée dans la conviction que certaines vérités doivent être préservées dans l'obscurité pour survivre. Corax a grandi parmi eux. Il a intégré cette doctrine avant même de savoir qu'il était autre chose qu'un homme. Mais le silence de Corax concernant les requins cramoisis n'appartient pas à la catégorie des silences douloureux. Il appartient à la catégorie des silences administrés. J'ai passé 40 jours à chercher une seule mention directe du primogéniteur des requins cramoisis dans les chroniques officielles du chapitre. Pas une allusion à Délivrance. Pas une référence aux Ravens comme lignée mère. Rien. Les chapitres successeurs ordinaires portent leur filiation comme des blasons. Les ultramarines engendrent des dynasties qui revendiquent Macragge avec une fierté presque vulgaire. Les fils de Dorne inscrivent leur ascendance dans leur architecture même. Les requins cramoisis n'inscrivent rien. Une absence totale de revendication généalogique dans une institution où la généalogie constitue le fondement de la légitimité. J'ai soumis cette anomalie à une analyse comparative portant sur 237 chapitres de fondations diverses. Parmi eux, 22 présentèrent des lacunes généalogiques significatives. 19 de ces 22 avèrent des origines documentées comme disputées, des conflits de succession, des fragmentations de légions, des reconstructions post-hérésie dont les matériaux génétiques avaient été mélangés par nécessité ou par dissimulation délibérée. Les 3 restants présentaient un profil différent. Leurs lacunes généalogiques n'étaient pas le résultat d'une histoire confuse. Elles résultaient d'une extraction rétroactive.
Quelqu'un était intervenu après la fondation pour retirer les marqueurs de filiation. Les requins cramoisis appartenaient à ces 3 cas. La question que cette découverte impose n'est pas pourquoi effacer la filiation. Un enfant illégitime dans les structures de l'Adeptus Astartes n'est pas une honte. C'est une ressource, une arme, un outil que l'Inquisition elle-même utiliserait volontiers si les circonstances l'exigeaient. La question correcte est qui possédait l'autorité nécessaire pour procéder à cette extraction et pourquoi cette autorité a été exercée spécifiquement ici. L'extraction rétroactive d'une filiation généalogique dans les archives des Astartes nécessite un niveau d'accès que seules 4 institutions peuvent théoriquement obtenir. Le Conseil des Hauts Seigneurs, l'Ordo Malleus, à son échelon le plus élevé, les custodes agissant sous mandat direct, ou le Mechanicus, opérant depuis les niveaux les plus profonds de ces archives de Mars. Chacune de ces institutions laisse des traces caractéristiques dans la manière dont elle intervient sur des documents. Des signatures procédurales, des habitudes bureaucratiques inscrites dans la structure même des suppressions. Un auditeur suffisamment expérimenté peut identifier l'institution responsable d'une extraction en analysant ce qu'elle a choisi de conserver plutôt que ce qu'elle a retiré. Les suppressions dans les archives des requins cramoisis ne correspondent à aucune de ces 4 signatures. Elles correspondent à quelque chose d'antérieur, quelque chose qui précède les protocoles actuels de classification, qui précède même la structure administrative de l'impérium post-hérésie. Une méthode de suppression dont l'architecture suggère qu'elle a été conçue à une époque où les institutions que je viens de citer n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Une méthode conçue pendant la Grande Croisade, peut-être avant. J'ai cherché des parallèles. Dans les archives de Nicaea, les fragments que j'avais reconstitués pour la partie précédente de ce témoignage, j'avais identifié des suppressions similaires dans les documents concernant les expériences génétiques antérieures aux 20 légions officielles. Les mêmes signatures procédurales, le même choix délibéré de ce qu'on préserve contre ce qu'on retire. Comme si la même main ou la même institution fantôme avait opéré sur les 2 corpus à des siècles d'intervalle. Une institution qui surveille sur le long terme, qui intervient ponctuellement, qui ne laisse pas de nom. Corax sait. Je ne peux pas le prouver avec des documents. Les documents ont été traités par cette même institution sans nom. Mais il existe un type de preuve que la suppression documentaire ne peut pas atteindre, le comportement opérationnel. Les Rovens ont croisé les requins cramoisis à 7 reprises au cours des 3 derniers millénaires, selon les récits d'engagement que j'ai pu reconstituer depuis des sources périphériques. 7 engagements communs contre des menaces de premier ordre. Tyrannide, chaos non spécifié, une menace nécron dans la Segmentum Tempestus, dont les détails demeurent classifiés au-delà de mon niveau d'accès. Dans chacun de ces 7 engagements, les Ravens se sont positionnés de manière à couvrir les flancs des requins cramoisis sans en recevoir l'ordre, sans coordination préalable documentée, avec une cohérence tactique qui ne s'explique pas par la doctrine standard. On ne protège pas instinctivement ce qu'on ne reconnaît pas. Corax reconnaît Tibéros, pas comme un allié de circonstance, pas comme un frère de légion au sens ordinaire du terme. D'une manière que ses propres officiers ne comprennent probablement pas, d'une manière qu'il n'a jamais formulée dans aucun document que j'ai pu consulter, le seigneur des Ravens reconnaît en Tibéros quelque chose qui lui appartient d'une façon que la taxonomie officielle des chapitres successeurs ne peut pas accueillir. Une paternité que l'impérium a décidé de ne pas nommer. Ou une fraternité. Une fraternité entre un primarque reconnu et quelque chose qui aurait dû l'être, quelque chose qui fut créé pour l'être, qui porta peut-être ce statut pendant un temps que les archives ont ensuite englouti, et qui combat aujourd'hui sous une désignation diminuée parce que la vérité de sa nature rendrait impossible le mensonge fondateur sur lequel repose la cosmologie impériale tout entière. 20 primarques, 2 reniés, 18 reconnus. Ce chiffre est une prière. Les prières ne sont pas des faits. Elles sont des boucliers contre les faits, des remparts érigés là où la réalité deviendrait insupportable si on la regardait sans protection. L'impérium prie parce qu'il ne peut pas se permettre de compter. Mais si vous croyez que le silence de Corax constitue la limite de ce que les grandes institutions de Terra ont sacrifié pour maintenir ce mensonge arithmétique, attendez de découvrir ce que l'Inquisition elle-même a brûlé.
et pourquoi certains de ses propres inquisiteurs ont disparu en posant les mêmes questions que je pose aujourd'hui. L'Inquisition ne disparaît pas ses propres membres sans laisser de traces. C'est une doctrine opérationnelle fondamentale, non par scrupule moral, mais par nécessité fonctionnelle. Un inquisiteur dont la disparition demeure inexpliquée devient un martyr potentiel, une source de curiosité institutionnelle, un fil qu'un successeur ambitieux pourrait tirer. La procédure correcte consiste à produire une mort documentée, une hérésie confirmée, un dossier suffisamment épais pour décourager l'examen ultérieur. 3 inquisiteurs ont disparu sans dossier dans les 200 dernières années. 3. Sur un corpus de pertes opérationnelles que je ne suis pas autorisé à quantifier, mais que mes reconstructions situent dans plusieurs centaines sur la même période. 3 cas sans dossier, sans mort documentée, sans hérésie confirmée. 3 noms qui existent dans les registres d'entrée des archives centrales de l'Ordo Hereticus et qui n'apparaissent dans aucun registre de sortie. Les 3 avaient travaillé sur des sujets distincts en apparence. Une enquête sur des anomalies cultuelles dans la Segmentum Obscurus. Une investigation concernant des irrégularités dans les livraisons de matériel génétique vers des forges mondes non désignées. Une révision archivistique des fondations de chapitres non codex dont les origines présentaient des zones d'incertitude documentaire. C'est ainsi que le mandat officiel formulait la chose. 3 sujets distincts. Une intersection unique. Je l'ai trouvée après 22 jours de recoupement croisé, en travaillant depuis les marges de chaque dossier plutôt que depuis leur centre. Les centres avaient été nettoyés, mais les marges administratives, les notes de transit, les accusés de réception entre bureaux subalternes, ces fragments périphériques que personne ne juge suffisamment importants pour mériter une suppression systématique, ces débris documentaires convergeaient tous vers le même point géographique et temporel. Un monde désigné uniquement par une séquence numérique dans la Segmentum Ultima, une fenêtre temporelle de 40 jours standard. Et dans les notes de transit du 3e inquisiteur, celui chargé de la révision archivistique, une référence oblique à un engagement militaire en cours dans ce secteur, impliquant une formation Astartes dont la désignation avait été caviardée, mais dont le code de classification correspondait au requin cramoisi. Les 3 inquisiteurs s'étaient retrouvés, par des chemins différents, dans la proximité opérationnelle de Tibéros. Aucun n'en était revenu. Je veux être précis sur ce point parce que la précision est la seule honnêteté qui me reste. Je n'affirme pas que Tibéros les a tués. Je n'affirme pas que les requins cramoisis ont exécuté des agents de l'Inquisition. Acte qui constituerait une hérésie d'une magnitude suffisante pour déclencher une réponse institutionnelle impossible à dissimuler. Ce que j'affirme est plus subtil et plus troublant. Ces 3 inquisiteurs ont cessé d'exister en tant qu'entité documentée au moment précis où leurs enquêtes les rapprochaient d'une vérité que quelque chose, pas nécessairement Tibéros, pas nécessairement les requins cramoisis, ne pouvait pas laisser atteindre. Quelque chose qui surveille, qui intervient, qui nettoie. J'ai cherché des précédents historiques pour ce type d'intervention. Une force opérationnelle capable d'agir sur des agents de l'Inquisition sans déclencher de représailles institutionnelles, sans laisser de signature attribuable, avec une efficacité qui suggère une autorité supérieure à celle de l'Ordo lui-même. Les précédents existent, ils sont rares. Ils pointent vers une seule direction. Les Adeptus Custodes n'interviennent pas dans les affaires des chapitres Astartes. C'est une doctrine que chaque étudiant en droit impérial apprend dès ses premières années de formation. Les custodes gardent l'empereur. Ils protègent Terra. Ils n'opèrent pas dans les segmentum périphériques pour surveiller des maîtres de chapitre. Sauf quand l'empereur lui-même, ou ce qui subsiste de sa volonté fragmentée sur le trône d'or, a désigné le sujet de cette surveillance comme relevant de sa juridiction directe. J'ai trouvé 2 rapports d'observation. Pas des rapports custodes, ils ne produisent pas ce type de documentation, mais des rapports d'observateurs périphériques qui avaient noté la présence d'individus correspondant au profil physique et comportemental des gardiens de l'empereur dans des zones d'opération récentes des requins cramoisis. Le premier rapport provenait d'un commissaire de la garde impériale dont la crédibilité professionnelle était irréprochable. Le second, d'un navigateur de la flotte impériale dont le témoignage avait été classifié immédiatement après sa transcription. Des custodes, observant Tibéros, sans mandat publiquement attribuable. L'Imperium déploie ses ressources les plus précieuses
avec une parcimonie que 10 000 ans de guerre ont rendue instinctive. Chaque custode représente un investissement générationnel, une ressource irremplaçable, un actif dont l'emploi opérationnel doit être justifié par des enjeux proportionnels. On n'envoie pas des custodes surveiller un maître de chapitre ordinaire, aussi brutal soit-il, aussi inexplicable que soient ses griffes et sa physiologie. On envoie des custodes surveiller ce qui appartient à l'empereur, ce qui est à l'empereur, ce qu'il a créé directement, ce qu'il ne peut pas ou ne veut pas laisser périr sans témoin. Un primarque perdu ne l'est peut-être pas au sens où nous entendons ce mot. Perdu suppose une ignorance de la localisation, suppose que celui qui a perdu ne sait plus où chercher. Mais si le trône d'or pulse encore d'une conscience suffisamment cohérente pour désigner des gardiens, pour orienter des regards vers des zones précises de l'espace impérial, alors perdu devient un terme administratif, une catégorie choisie. Une désignation qui protège en nommant l'absence plutôt qu'en admettant la présence. Tibéros combat aux marges les plus dangereuses de l'impérium depuis des siècles. Il massacre des tyrannides avec une intensité que ses propres subordonnés décrivent comme personnelle. Un mot étrange pour qualifier l'engagement d'un être censé ne connaître que la doctrine et la guerre. Personnel. Comme s'il reconnaissait dans la flotte ruche quelque chose qu'il était spécifiquement destiné à détruire. Comme si cette guerre particulière, contre cette menace particulière, constituait le but pour lequel il avait été conçu plutôt que simplement formé. Un primarque conçu pour une guerre spécifique, déployé en avance, prépositionné avant que la menace soit officiellement reconnue. L'Imperium a découvert les tyrannides lors de la bataille de Macrage. C'est la date officielle, c'est la chronologie enseignée, répétée, inscrite dans les litanies de guerre de 100 chapitres. Les requins cramoisis combattaient des organismes biologiques de grande échelle dans la Segmentum Ultima. 200 ans avant cette date officielle. 200 ans. Les archives qui documentaient ces engagements précoces ont été reclassifiées, puis perdues, puis déclarées apocryphes. Dans cet ordre précis, reclassification puis perte puis négation, qui constitue la séquence standard d'une suppression institutionnelle menée en 3 phases par une autorité qui ne se presse pas parce qu'elle sait que le temps travaille pour elle. Mais le temps n'efface pas tout. Il laisse des résidus dans les témoignages des survivants, dans les rapports médicaux des apothicaires, qui soignaient des blessures causées par des armes biologiques sans nomenclature, dans les requêtes de munitions spécifiques adressées au Forge-Monde 2 siècles avant que ces munitions aient une raison officielle d'exister. Tibéros savait, avant Macrag, avant la désignation officielle, avant que l'Imperium ait un nom pour ce qu'il chassait. Il savait parce que quelqu'un le lui avait dit, ou parce que cette connaissance était inscrite en lui depuis sa création, une mission encodée dans sa physiologie, comme les griffes sont encodées dans ses poignets, comme la densité minérale impossible est encodée dans ses os. Un être créé pour une guerre précise, déployé en avance sur la reconnaissance officielle de cette guerre, surveillé par les gardiens personnels d'un empereur mourant qui ne peut plus parler, mais qui peut encore, peut-être, se souvenir de ce qu'il a fabriqué et pourquoi. Je pose cette question à voix haute parce qu'elle mérite d'être posée, parce que personne d'autre ne semble disposé à le faire. Si Tibéros est ce que les preuves suggèrent qu'il est, pourquoi l'Imperium le laisse-t-il combattre aux marges plutôt que de le rappeler vers Terra ? La réponse qui s'impose n'est pas rassurante. On ne rappelle pas une arme vers celui qui l'a forgée quand cette arme accomplit encore la tâche pour laquelle elle a été forgée. On la laisse à l'œuvre, on la surveille, on efface les traces de son existence pour que personne ne pose les questions dont les réponses rendraient l'arme incontrôlable. Une arme qui se serait primarque ne se contenterait plus d'obéir. Mais si vous pensez que la question de l'obéissance de Tibéros constitue le dernier abîme de cette conspiration, attendez de comprendre ce que les fragments de Nicaea révèlent sur le programme qui précédait les 20 légions. Et pourquoi Tibéros pourrait n'être pas le seul survivant de ce programme à porter encore les armes de l'empereur. Nicaea est un nom que l'Imperium associe à une interdiction. Le conclave, l'édit. La décision de l'empereur concernant les psykers et les légions. Une décision que la chute de Prospero a transformée en tragédie et que 10 000 ans de guerre psychique ont rendu caduque dans les faits, sinon dans la doctrine. C'est ainsi que Nicaea vit dans la mémoire institutionnelle, comme un moment de choix,
comme une frontière tracée entre ce que l'impérium autorisait et ce qu'il condamnait. Ce que Nikaya fut réellement dépasse cette réduction. J'ai reconstitué, depuis des fragments distribués sur 9 sources distinctes, une portion du corpus documentaire produit en marge du conclave officiel. Des délibérations parallèles, des sessions non enregistrées dans les actes publics, des échanges entre membres du Conseil de Terra dont les noms ont été soit supprimés, soit remplacés par des désignations fonctionnelles qui ne correspondent à aucun poste répertorié dans les organigrammes de l'époque. Des personnes qui existaient à Nikaya sans exister dans les structures officielles de l'Imperium. Des témoins sans identité, des décideurs sans titre. La session qui m'intéresse eut lieu 3 jours avant le jugement officiel sur Magnus. Elle ne figure dans aucun acte public. Son existence est déductible depuis 4 références obliques dans des documents périphériques, des notes de logistique concernant la réservation de salles, des requêtes alimentaires pour un nombre de convives supérieur aux délégués officiellement enregistrés, une demande de scellement cryptographique d'un niveau réservé aux communications directes entre primarque et empereur. Cette session traitait d'un programme que les actes officiels de Nikaya ne mentionnent à aucun moment. Le programme portait une désignation que j'ai reconstituée depuis 2 fragments partiels en croisant leurs syntaxes administratives respectives. Antécédence primaris, terme qui ne figure dans aucun glossaire officiel, dans aucun registre de projet de la Grande Croisade, dans aucune des reconstructions historiques que les chroniqueurs de l'Imperium ont produites sur cette période. Un terme fantôme. Une désignation pour quelque chose qui n'était pas censé avoir besoin d'être désigné parce qu'il n'était pas censé être connu. Antécédence primaris, ce qui précède les primarques, pas les astartes ordinaires. Leur création était documentée, leur genèse est une litanie récitée dans les forteresses des monastères de 100 chapitres. Ce que désigne antécédence primaris appartient à une catégorie que je n'ai trouvée nulle part ailleurs dans la taxonomie génétique de l'Imperium. Des sujets créés avant le programme officiel des vins. Des expérimentations préliminaires, non pas des échecs, non pas des prototypes abandonnés, mais des réussites d'une génération antérieure, dont l'existence rendait inutile leur intégration dans le récit officiel de la création des légions. Des êtres achevés, avant que la narration officielle commence. Je comprends ce que cette affirmation implique. Je comprends qu'elle contredit la cosmologie fondamentale que l'Imperium a construite autour de la figure paternelle de l'empereur et de ses 20 fils. Je ne la formule pas par volonté de subversion doctrinale. Je la formule parce que les fragments que j'ai reconstitués ne me laissaient pas d'alternative interprétative cohérente. L'empereur expérimentait avant les 20. Les 20 primarques que nous connaissons, ceux qui furent dispersés dans le Warp, retrouvés sur leur monde d'adoption, intégrés à la Grande Croisade, constituent la génération publique d'un programme dont la génération antérieure fut délibérément maintenue hors du récit officiel. Pourquoi ? La réponse que les fragments de Nikaya suggèrent n'est pas celle que j'aurais anticipée. Les sujets du programme Antécédence Primaris ne furent pas dissimulés parce qu'ils représentaient des échecs honteux ou des expériences moralement condamnables. Ils furent dissimulés parce qu'ils étaient trop réussis dans une direction que l'empereur ne pouvait pas rendre publique sans compromettre l'architecture politique de la Grande Croisade. Des êtres dont les capacités dépassaient les paramètres des vins dans des domaines spécifiques. Des domaines dont la révélation aurait soulevé des questions sur les intentions ultimes de leur créateur. Des questions que même Malcador jugeait prématurées. Un fragment particulier, 3 lignes préservées dans la marge d'un document logistique de Nikaya, dans une écriture que l'analyse graphologique situe dans la génération pré-hérésie, décrit ces sujets avec une précision qui me hante depuis que je l'ai déchiffré. Conçus pour la fin, déployés vers le commencement, ignorant de leur propre nature par nécessité opérationnelle. Conçus pour la fin. L'Imperium a une eschatologie. Elle est diffuse, fragmentée entre 1000 doctrines contradictoires, mais ses contours sont reconnaissables. Une guerre finale, une menace d'extinction, un moment où les forces que l'humanité affronte depuis 10 000 ans convergeront vers un point de résolution ultime. Les tyrannides constituent, selon certaines théories que l'Inquisition surveille avec une attention particulière, l'avant-garde d'une telle convergence, une conscience extragalactique dont l'appétit n'a pas de limite connue, dont la progression suit une logique qui ressemble davantage à une intention qu'à une expansion aveugle. Un être conçu pour la fin
et déployé vers le commencement, serait positionné précisément là où Tibéros se trouve, aux frontières du front tyrannide, combattant depuis avant la reconnaissance officielle de la menace, vieillissant vers un état que même les apothicaires les plus qualifiés ne savent pas nommer, ignorant de sa propre nature par nécessité opérationnelle. Cette clause me consume davantage que toutes les autres preuves réunies. Si Tibéros ignore ce qu'il est, si cette ignorance n'est pas une lacune accidentelle, mais une condition délibérément maintenue depuis sa création, alors il ne dissimule rien. Il combat avec une sincérité absolue, une dévotion à sa mission qui n'est pas tempérée par la conscience de sa propre nature, parce que cette conscience lui a été retirée avant même qu'il puisse la développer. Il n'est pas complice du mensonge, il est le mensonge, non pas son auteur, mais son incarnation la plus parfaite. Un primarque qui ne sait pas qu'il est un primarque ne peut pas revendiquer ce statut, ne peut pas remettre en question la doctrine des vins, ne peut pas menacer l'architecture politique que sa reconnaissance officielle ferait s'effondrer. Il peut seulement combattre, décennie après décennie, siècle après siècle, avec des griffes qui précèdent l'histoire officielle et une physiologie qui vieillit vers quelque chose que personne n'a encore vu arriver à terme. Gardé à distance des centres de pouvoir par une surveillance discrète, maintenu dans l'ignorance par une suppression documentaire si complète qu'elle a effacé jusqu'aux traces de sa propre existence dans les registres génomiques, sauf les 3% que j'ai trouvés. Ces 3% résiduels que personne n'avait pensé à supprimer parce qu'ils étaient trop petits pour attirer l'attention, trop fragmentaires pour être interprétés sans la combinaison précise de sources que j'avais accidentellement réunies, trop anciens pour que quiconque suppose qu'ils recèlent encore une information exploitable. L'empereur construit avec une précision qui dépasse la compréhension humaine. Il ne laisse pas de résidus par négligence. Si ces 3% subsistent, si cette signature génomique orpheline a survécu à 10 000 ans de suppression méthodique, peut-être que leur survie n'est pas un accident. Peut-être qu'une conscience agonisante sur un trône d'or a calculé qu'un jour, quelqu'un les trouverait, quelqu'un comme moi. Et si cette pensée vous semble trop proche du délire mystique pour mériter crédit, je vous répondrai ceci. J'ai commencé cette enquête comme archiviste, méthodique, sceptique, ancré dans la procédure et la vérification croisée. Ce que j'ai trouvé m'a transformé en quelque chose que je ne sais pas encore nommer. Non pas un croyant, mais un témoin. Un témoin d'une architecture de dissimulation si élaborée, si patiente, si précisément calibrée sur des millénaires qu'elle ne peut pas être le produit d'une institution humaine ordinaire. Seul un être qui pense en éons pouvait construire cela. Seul un être qui savait exactement ce qu'il dissimulait et pourquoi pouvait laisser ces 3% comme fil conducteur. Assez mince pour survivre à la suppression, assez solide pour mener jusqu'à la vérité. Je ne sais pas si Tibéros est un primarque au sens où Guilliman ou Vulcan sont des primarques. Je ne sais pas si les catégories que nous utilisons pour organiser notre compréhension de la grande croisade sont suffisamment précises pour accueillir ce qu'ils représentent réellement. Ce que je sais, ce que les fragments de Nicaea, les données physiologiques de Von, les suppressions documentaires, les custodes observateurs, le silence de Corax et les 3% résiduels m'ont appris collectivement, c'est que Tibéros le sillage rouge n'est pas ce que l'Imperium prétend qu'il est, et que l'Imperium le sait, et que cette connaissance, maintenue dans l'obscurité depuis peut-être 10 000 ans, constitue une charge que quelques âmes portent en silence. Des archivistes qui disparaissent, des inquisiteurs sans dossier, des apothicaires dont les rapports sont amputés, parce que la vérité alternative rendrait impossible de continuer à prier, de continuer à compter jusqu'à 20. Je m'appelle Admonius Vract. J'étais scribe senior au Departamento Munitorum. Ce témoignage constitue l'intégralité de ce que j'ai trouvé, reconstitué et compris avant que les hommes au sceau sans nom reviennent frapper à ma porte. Ils frappent depuis hier matin. Je n'ai plus l'intention d'ouvrir. Ils ont attendu jusqu'à l'aube du 3e jour avant d'entrer. Je le savais. Pas par prescience, je ne suis qu'un homme. Un homme avec des archives et une méthode et une obstination que mes supérieurs ont toujours confondu avec de la dévotion institutionnelle. Je le savais parce que j'avais étudié leur procédure. Parce que 3 jours constituent là le délai standard entre la désignation d'une cible et son traitement. Délai calculé pour permettre une dernière opportunité de reddition volontaire. Délai
qui sert également à laisser la cible produire tout ce qu'elle pourrait encore dissimuler, à se trahir par ses derniers actes, plutôt qu'à être silencieusement neutralisée sans avoir révélé ses sources. Ils voulèrent que j'écrive. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. La porte n'a pas été forcée. Elle a été dissoute. Un procédé que je n'avais jamais observé directement, mais que les rapports d'intervention que j'avais classifiés au cours de ma carrière décrivaient avec une précision clinique. Un champ d'énergie dont la fréquence décompose les liaisons moléculaires des matériaux organiques et synthétiques sans affecter les structures métalliques portantes. La porte a simplement cessé d'exister. Le cadre est demeuré intact. Ils étaient rois. Pas des custodes, j'aurais reconnu leur silhouette, leurs proportions impossibles, la lumière particulière que leur armure absorbe plutôt qu'elle ne la reflète. Pas des Astartes non plus, bien que leur stature dépasse celle de tout humain ordinaire. Des agents d'une catégorie que je n'ai pas pu identifier depuis aucun des référentiels taxonomiques que 20 ans d'archivage m'ont appris à consulter instinctivement. Des êtres sans désignation dans mes catalogues. Une lacune dans ma propre compréhension du personnel opérationnel de l'Imperium. Cela m'a terrifié davantage que leur présence physique, celui qui semblait diriger, je dis semblait parce qu'aucun signal hiérarchique visible ne distinguait les trois. Aucun insigne, aucune différence de posture. Et pourtant, l'un d'eux parlait et les deux autres n'existaient qu'en tant qu'extension de sa volonté. Pris mes archives, sans les examiner, sans les lire. Il les saisit avec une certitude qui indiquait qu'il savait exactement ce qu'elles contenaient avant d'entrer, qu'il était venu les récupérer plutôt que les découvrir. Puis il dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. Il dit « Vous avez trouvé moins que vous ne croyez. Pas une menace, pas une correction hostile, une information délivrée avec la neutralité d'un archiviste corrigeant une erreur de classification. La même neutralité que j'avais moi-même utilisée pendant 19 ans pour ranger des vérités inconfortables dans des colonnes ordonnées. Je compris alors que cet homme, cette chose, avait fait le même travail que moi, depuis beaucoup plus longtemps, pour une institution dont je n'avais pas de nom. Il me laissa une seule feuille, posée sur la surface où mes archives avaient reposé, avec la précision délibérée d'un geste calculé pour être interprété. Une seule feuille portant une séquence génomique, pas les 3% résiduels que j'avais découverts, mais quelque chose de différent, quelque chose que je mis plusieurs secondes à identifier, parce que mon esprit refusait d'abord la conclusion qu'imposait la structure hélicoïdale que je voyais. Une séquence complète, pas des résidus, pas des fragments, une architecture génétique intégrale appartenant à un être dont la désignation figurait en bas de la feuille en caractère que quelqu'un avait choisi de ne pas effacer. Le nom n'était pas Tibéros, c'était un nom qui n'apparaît dans aucune chronique de la Grande Croisade sous cette orthographe. Un nom qui ressemble à quelque chose d'antérieur. Pas une désignation Astarte, pas un nom de monde natal adopté comme le font les primarques reconnus, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui appartient à la période que les historiens de l'Imperium désignent comme pré-unification avancée. L'époque des âges sombres finaux, quand la Terre saignait encore sous ses propres contradictions. Un nom de cette époque, porté par une séquence génomique de cette époque, déposé sur ma table par des agents sans désignation qui savaient exactement ce que j'avais trouvé et exactement ce que je n'avais pas encore compris. Je passai la nuit suivante. Ils ne me tuèrent pas, comprenez-vous. Ils prirent mes archives et partirent et me laissèrent vivant avec cette unique feuille, et je ne sais toujours pas pourquoi. À analyser cette séquence avec les seuls instruments qui me restaient. Ma mémoire des 3% résiduels, gravée après des semaines d'examen obsessionnel, et ma formation en génomique comparative. La séquence sur la feuille et les 3% résiduels ne correspondaient pas. Ils se complétaient. Ils ont attendu jusqu'à l'aube du 3e jour avant d'entrer. Je le savais. Pas par prescience, je ne suis qu'un homme. Un homme avec des archives et une méthode et une obstination que mes supérieurs ont toujours confondu avec de la dévotion institutionnelle. Je le savais parce que j'avais étudié leurs procédures. Parce que 3 jours constituent le délai standard entre la désignation d'une cible et son traitement. Délai calculé pour permettre une dernière opportunité de reddition volontaire. Délai qui sert également à laisser la cible produire tout ce qu'elle pourrait encore dissimuler, à se trahir par ses derniers actes, plutôt qu'à être silencieusement neutralisée sans avoir révélé ses sources. Ils voulèrent que j'écrive.
Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. La porte n'a pas été forcée. Elle a été dissoute. Un procédé que je n'avais jamais observé directement, mais que les rapports d'intervention que j'avais classifiés au cours de ma carrière décrivaient avec une précision clinique. Un champ d'énergie dont la fréquence décompose les liaisons moléculaires des matériaux organiques et synthétiques sans affecter les structures métalliques portantes. La porte a simplement cessé d'exister. Le cadre est demeuré intact. Ils étaient rois. Pas des custodes, j'aurais reconnu leur silhouette, leurs proportions impossibles, la lumière particulière que leur armure absorbe plutôt qu'elle ne la reflète. Pas des Astartes non plus, bien que leur stature dépasse celle de tout humain ordinaire. Des agents d'une catégorie que je n'ai pas pu identifier depuis aucun des référentiels taxonomiques que 20 ans d'archivage m'ont appris à consulter instinctivement. Des êtres sans désignation dans mes catalogues. Une lacune dans ma propre compréhension du personnel opérationnel de l'Imperium. Cela m'a terrifié davantage que leur présence physique, celui qui semblait diriger. Je dis semblait parce qu'aucun signal hiérarchique visible ne distinguait les trois. Aucun insigne, aucune différence de posture. Et pourtant, l'un d'eux parlait et les deux autres n'existaient qu'en tant qu'extension de sa volonté. Pris mes archives, sans les examiner, sans les lire. Il les saisit avec une certitude qui indiquait qu'il savait exactement ce qu'elles contenaient avant d'entrer, qu'il était venu les récupérer plutôt que les découvrir. Puis il dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. Il dit « Vous avez trouvé moins que vous ne croyez. Pas une menace, pas une correction hostile, une information délivrée avec la neutralité d'un archiviste corrigeant une erreur de classification. La même neutralité que j'avais moi-même utilisée pendant 19 ans pour ranger des vérités inconfortables dans des colonnes ordonnées. Je compris alors que cet homme, cette chose, avait fait le même travail que moi, depuis beaucoup plus longtemps, pour une institution dont je n'avais pas de nom. Il me laissa une seule feuille, posée sur la surface où mes archives avaient reposé, avec la précision délibérée d'un geste calculé pour être interprété. Une seule feuille portant une séquence génomique, pas les 3% résiduels que j'avais découverts, mais quelque chose de différent, quelque chose que je mis plusieurs secondes à identifier, parce que mon esprit refusait d'abord la conclusion qu'imposait la structure hélicoïdale que je voyais. Une séquence complète, pas des résidus, pas des fragments, une architecture génétique intégrale appartenant à un être dont la désignation figurait en bas de la feuille en caractères que quelqu'un avait choisi de ne pas effacer. Le nom n'était pas Tibéros, c'était un nom qui n'apparaît dans aucune chronique de la Grande Croisade sous cette orthographe. Un nom qui ressemble à quelque chose d'antérieur. Pas une désignation Astarte, pas un nom de monde natal adopté comme le font les primarques reconnus, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui appartient à la période que les historiens de l'Imperium désignent comme pré-unification avancée, l'époque des âges sombres finaux, quand la Terre saignait encore sous ses propres contradictions. Un nom de cette époque, porté par une séquence génomique de cette époque, déposé sur ma table par des agents sans désignation qui savaient exactement ce que j'avais trouvé et exactement ce que je n'avais pas encore compris. Je passai la nuit suivante. Ils ne me tuèrent pas, comprenez-vous. Ils prirent mes archives et partirent et me laissèrent vivant avec cette unique feuille, et je ne sais toujours pas pourquoi. À analyser cette séquence avec les seuls instruments qui me restaient. Ma mémoire des 3% résiduels, gravée après des semaines d'examen obsessionnel, et ma formation en génomique comparative. La séquence sur la feuille et les 3% résiduels ne correspondaient pas. Ils se complétaient. Gardez-la. Pas pour la comprendre. Vous n'avez pas ma formation, et même ma formation s'est révélée insuffisante. Gardez-la parce que quelqu'un d'autre après moi, après vous peut-être, aura besoin de savoir que la vérité a existé sous cette forme pendant un temps bref et précieux, avant de disparaître à nouveau dans le silence que l'Imperium appelle histoire. Tibéros, le Sillage Rouge, combat en ce moment, quelque part aux marges de l'espace humain, dans les eaux noires entre les étoiles que la flotte ruche traverse comme une marée. Il combat avec des griffes qui précèdent l'histoire. Il vieillit vers quelque chose que personne n'a encore vu arriver. Peut-être que nous verrons ce que c'est. Peut-être que nous ne le reconnaîtrons pas quand ce sera là. L'Imperium compte jusqu'à 20. Il a toujours compté jusqu'à 20. Ce chiffre est une prière, un bouclier,
Une décision prise il y a 10 000 ans de ne pas regarder ce qui se trouve après le dernier nombre officiel. Après 20. Il n'y a pas de silence après 20. Il y a Tibéros. Et il attend, sans le savoir, sans pouvoir le savoir, que les conditions encodées dans sa séquence dormante soient enfin réunies. Que la guerre qu'il mène depuis des siècles atteigne le seuil au-delà duquel combattre ne suffit plus et où autre chose commence. Je ne serai plus là pour voir ce commencement. Mais vous, si. Je pensais avoir tout dit. C'était il y a 6 jours. 6 jours pendant lesquels je me suis convaincu que le témoignage était complet, que la feuille avait été transcrite, que ma fonction dans cette chaîne que l'empereur aurait calculée, si tant est que cette interprétation ne soit pas le délire d'un homme qui a regardé trop longtemps dans des archives trop profondes, était accomplie. 6 jours pendant lesquels j'ai attendu que les agents sans désignation reviennent chercher ce qui restait de moi. Ils ne sont pas revenus. À la place, quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose que je n'avais pas inscrit dans mes calculs, parce que ma formation d'archiviste m'avait appris à travailler avec des documents, avec des séquences, avec des preuves matérielles que l'on peut isoler, comparer, classer. Ma formation ne m'avait pas préparé à ce type de preuve. Un rêve, 3 nuits consécutives, le même rêve. Je consigne cela avec toute la réticence que vous imaginez. Je suis un homme de méthode. Les rêves n'appartiennent pas aux catégories de l'évidence que j'ai utilisées jusqu'ici. Ils appartiennent au domaine que l'ecclésiarchie exploite et que l'Inquisition surveille et que les individus raisonnables traitent avec une suspicion proportionnelle à leur intensité. Un rêve intense est précisément le type de phénomène qui devrait déclencher une résistance épistémologique maximale chez quelqu'un dans ma position. Je le consigne quand même, parce que son contenu correspond à des données que je n'aurais pas pu générer depuis ma propre mémoire. Le rêve se déroule sous des eaux noires, pas une métaphore, des eaux littérales, d'une densité et d'une pression qui suggèrent une profondeur abyssale, dans un environnement qui n'est pas terrestre, qui n'est pas planétaire au sens ordinaire du terme. Un milieu aquatique dont les propriétés physiques correspondent à des descriptions que j'ai croisées dans des rapports d'exploration de la Segmentum Ultima. Des mondes océans sans surface continentale. Des environnements que la colonisation humaine n'a jamais revendiqués parce qu'ils ne peuvent pas soutenir une présence permanente. Des mondes que quelque chose d'autre habite. Dans ce milieu, une silhouette, massive, anguleuse, portant des griffes qui captent une lumière qui ne devrait pas exister à cette profondeur. La silhouette ne bouge pas. Elle est suspendue dans les eaux noires avec une immobilité qui n'est pas le repos, mais l'attente. La distinction est perceptible même en rêve, même sans les instruments analytiques que j'utiliserai pour documenter cette différence dans un contexte archivistique. Ce n'est pas Tibéros qui attend. C'est ce que Tibéros deviendra qui attend, regardant depuis l'intérieur d'un processus de transformation encore inachevé. Conscient de sa propre incomplétude avec une patience qui dépasse toute psychologie humaine ou astarte. La 3e nuit, la silhouette se tourne vers moi. Elle ne parle pas. Elle n'a pas besoin de parler. La communication qui s'établit dans cet instant ne passe pas par le langage, ne passe pas par les structures neurologiques ordinaires du discours et de la compréhension. Elle passe par quelque chose que je ne suis pas équipé pour nommer correctement. Quelque chose qui ressemble à une transmission directe de données brutes sans interface linguistique. Ce que je reçois n'est pas un message, c'est une correction. Tout ce que j'avais conclu était approximativement juste. La filiation, les griffes, la physiologie, les suppressions documentaires, la séquence dormante, la fonction d'interface, tout cela correspond à une réalité que mes méthodes avaient correctement approchée depuis l'extérieur. Mais extérieur est précisément le mot qui délimite la frontière de ma compréhension. J'avais reconstruit la forme d'un être depuis ses traces dans des archives. Je n'avais pas compris ce que cet être est de l'intérieur. La distinction que la silhouette m'impose, pas doucement, avec la brutalité propre à une intelligence qui n'a pas développé de ménagement pour les compréhensions humaines ordinaires, est celle-ci. Tibéros ne ignore pas sa nature par une suppression documentaire imposée de l'extérieur. Il l'ignore parce que sa nature n'est pas encore achevée. On ne peut pas connaître ce qu'on est en train de devenir. La chrysalide ne sait pas ce qu'elle contient. Non pas parce qu'on le lui cache,
mais parce que la forme finale n'existe pas encore au moment où la question se poserait. L'ignorance de Tibéros n'est pas une prison, c'est une condition de gestation. Cette révision de ma conclusion précédente m'oblige à réviser également ce que j'avais compris de l'intention de l'empereur. Je l'avais interprété comme une dissimulation stratégique, un créateur cachant la nature de sa création pour la maintenir opérationnelle sans qu'elle remette en question sa mission. Cette interprétation était celle d'un archiviste projetant des logiques institutionnelles sur un être dont les temporalités dépassent les institutions. L'empereur ne dissimulait pas, il attendait. La différence entre dissimuler et attendre est une différence de rapport au temps. On dissimule quand on craint que la vérité soit découverte trop tôt. On attend quand on sait que la vérité ne pourra être reçue qu'à un moment précis, quand les conditions seront réunies, quand l'être qui doit la recevoir aura atteint le stade de développement nécessaire pour l'accueillir sans se briser. Tibéros approche de ce stade. Ce n'est pas une affirmation que je peux étayer depuis des archives. C'est ce que la silhouette dans les eaux noires m'a transmis avec une certitude qui ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais traité comme preuve dans ma carrière d'archiviste. Je la consigne avec toutes les réserves épistémologiques qu'elle mérite, et je la consigne quand même parce que la distinguer de mes conclusions documentaires serait une forme de malhonnêteté que ce témoignage ne peut pas se permettre à ce stade. J'ai cherché des corrélations entre cette impression onirique et des données observables. Comportement opérationnel de Tibéros au cours des 50 dernières années standards, les rapports d'engagement accessibles depuis les sources périphériques que j'ai développées au cours de cette enquête. La fréquence de ces interventions augmente, pas dramatiquement, pas de manière à déclencher des alertes institutionnelles chez des observateurs non avertis, mais la progression est mesurable. Les zones géographiques de ces opérations se resserrent progressivement autour d'un point de la segmentum ultima que les cartographies standards désignent comme une région de forte densité tyrannide, sans le qualifier davantage. Un point de convergence, vers lequel Tibéros se dirige depuis des décennies avec la patience d'un être qui sait, pas consciemment, pas linguistiquement, mais dans ses os et dans sa chair et dans ses griffes, que quelque chose l'attend là-bas, quelque chose qui correspond à la portion dormante de sa séquence génomique, quelque chose qui déclenchera ce que les marqueurs d'expression différée décrivent sans le nommer. Les custodes qui l'observent s'approchent également. Leurs trajectoires convergent vers le même point selon les rares données de positionnement que j'ai pu extraire avant que mes archives me soient retirées. Pas pour intervenir, pour témoigner, un trône d'or qui maintient assez de conscience pour positionner ses gardiens comme témoins plutôt que comme protecteurs. L'Imperium ne sera pas prêt pour ce qui arrive. Pas parce qu'il manque de ressources ou de doctrine ou de volonté combative. Parce que ce qui arrive n'entre dans aucune des catégories que 10 000 ans de guerre ont développées. Les tyrannides ne constituent donc pas une menace au sens ordinaire, ils constituent une pression évolutive, une force qui transforme ce qu'elle ne consomme pas, qui génère des adaptations dans les organismes qui lui résistent sur plusieurs générations. Tibéros a résisté pendant des siècles. Sa séquence génomique porte les traces de cette résistance prolongée dans ses marqueurs d'expression différés. La résistance prolongée à une pression évolutive suffisamment intense produit une réponse, pas une victoire militaire, une adaptation. Je ne sais pas ce que Tibéros deviendra au point de convergence. La silhouette dans les eaux noires ne me l'a pas montré. Elle m'a seulement montré l'attente, l'incomplétude consciente, la patience d'un être suspendu entre deux états. Ce que j'entrevois depuis mes données fragmentaires et mon rêve fragmentaire ressemble à quelque chose qui n'a pas de précédent dans l'histoire impériale documentée. Un être conçu pour l'interface, ayant résisté pendant des siècles à la pression de ce avec quoi il doit interagir, approchant enfin du moment où la résistance se transforme en contact. Un contact que l'empereur avait calculé, que les custodes viendront observer, que Corax reconnaîtra peut-être depuis la distance où il maintient sa propre vigile silencieuse, et que l'Imperium, dans sa sagesse millénaire, dans son architecture de foi et de suppression et de prière arithmétique jusqu'à 20, l'Imperium ne saura pas interpréter, parce que l'Imperium n'a pas de catégorie pour ce qui réussit. Il a des catégories pour le martyr, pour la défaite héroïque, pour la résistance jusqu'à l'extinction. Il a des litanies pour les batailles perdues et des monuments pour les légions consumées.
Il célèbre la souffrance avec une éloquence que 10 000 ans d'entraînement ont rendue instinctive. Ce que Tibéros accomplit au point de convergence, si ma reconstruction est juste, si la silhouette dans les eaux noires transmet quelque chose de réel, plutôt que les fantasmes d'un archiviste épuisé, ne ressemblera pas à de la souffrance. Cela ressemblera à quelque chose que l'Imperium n'a pas de mots pour accueillir. Une conclusion, pas la fin de la guerre. La conclusion de ce pourquoi la guerre était un préliminaire. Je m'appelle Admonius Vract, ancien scribe senior, archiviste converti en témoin malgré lui. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que les agents sans désignation décident que ma survie constitue davantage un risque qu'un outil dans la chaîne qu'ils administrent. Ce que je sais avec la certitude d'un homme qui a passé sa vie à distinguer les preuves des interprétations et qui reconnaît, pour la première fois, qu'il ne peut plus maintenir cette distinction, c'est que le compte jusqu'à 20 touche à sa fin. Pas parce que quelqu'un l'a décidé, parce que quelque chose dans les eaux noires de la Segmentum Ultima approche du rivage. Et quand il émergera, si tant est que émerger soit le bon verbe pour ce que j'entrevois, l'Imperium devra choisir entre deux réponses également impossibles. Le reconnaître ou le nier une dernière fois, dans un silence si complet qu'il effacera jusqu'au souvenir qu'il a jamais existé. Comme il a toujours fait, comme il fera peut-être encore, les eaux noires n'attendent pas la décision de l'Imperium. Elles n'ont jamais attendu personne. Elles ont seulement besoin que Tibéros arrive. Il arrive. Ce matin, j'ai retrouvé la feuille pliée en 4 sous ma propre main. Je ne l'avais pas pliée. Je dormais depuis 3 heures quand quelque chose, pas un bruit, pas une présence physique détectable, quelque chose d'autre, quelque chose qui agit sur la perception sans passer par les sens ordinaires, m'a réveillé avec la certitude absolue que la feuille avait changé. Elle n'avait pas changé, mais une ligne y avait été ajoutée, pas inscrite par encre, gravée dans le substrat même du document, comme si la matière de la feuille avait réorganisé ses propres structures moléculaires pour accueillir une information supplémentaire. Une ligne en caractères que je reconnus immédiatement comme appartenant à l'écriture administrative de la Grande Croisade. Pas une copie, pas une reproduction. L'écriture originale d'une époque révolue, tracée dans un matériau contemporain avec une impossibilité si tranquille qu'elle en devenait presque banale. 4 mots. Je ne les transcrirai pas intégralement, pas par peur. La peur m'a définitivement quitté quelque part entre le 6e et le 7e jour. Mais parce que certaines informations perdent leur puissance dès qu'elles sont traduites en langage ordinaire. Leur force réside précisément dans leur résistance à la paraphrase. Ce que ces 4 mots signifiaient, pris ensemble, dans l'ordre où ils apparaissaient, Tibéros a atteint le point de convergence. Pas approche, pas s'approche, a atteint. Temps accompli, événement survenu. Pendant que j'écrivais la partie précédente de ce témoignage, je restais immobile pendant un temps que je ne peux pas quantifier. Mon sens de la durée a développé des lacunes depuis que les agents sans désignation ont emporté mes archives, depuis que les rêves ont commencé, depuis que la frontière entre ce que je documente et ce que je vis est devenue une ligne que je ne sais plus tracer avec la précision qu'exigeait ma formation. Immobile, tenant la feuille, comprenant que le témoignage que je croyais avoir presque achevé n'était pas un récit du passé. C'était une préparation à ce qui venait de commencer. Les rapports d'engagement ne me parviennent plus, mes canaux d'accès ont été coupés avec la récupération de mes archives. Mais les sources périphériques que j'avais développées au cours de cette enquête, les réseaux informels de témoignages indirects que 20 ans d'archivage m'avaient appris à cultiver sans les formaliser, ces fils continuent de vibrer. Ce qu'ils transmettent depuis 48 heures ne ressemble à aucun rapport d'engagement que ma mémoire peut indexer. Les flottes tyrannides dans la Segmentum Ultima se sont arrêtées. Pas repoussées, pas décimées, arrêtées. Comme si une instruction avait traversé la conscience collective de la flotte ruche et suspendu son avance avec la précision d'un ordre militaire. Les observateurs qui ont transmis ces données utilisent des termes qui trahissent leur propre incompréhension. Pause, réorientation, comportement atypique. Des mots, choisis par des esprits qui cherchent dans des catégories connues pour désigner quelque chose qui n'en a pas. Au centre géographique de cette suspension, au point exact où les trajectoires de Tibéros convergeaient,
depuis des décennies. Les instruments de détection enregistrent une signature énergétique sans précédent dans les archives de la Segmentum Ultima. Ni warp, ni technologie humaine, ni biologie tyrannide au sens ordinaire. Quelque chose qui emprunte aux trois sans appartenir à aucun. Une interface active. Je pose cette conclusion sans fioriture parce qu'elle ne supporte pas l'ornement. Ce pourquoi Tibéros fut conçu avant l'histoire officielle, ce que sa séquence dormante encodait depuis sa création, ce que l'empereur avait calculé en le fabriquant avant les 20 et en le maintenant dans l'ignorance de sa propre nature pendant des millénaires. Cela fonctionne, maintenant. En ce moment où j'écris ces derniers mots sur une table où repose une feuille à l'écriture impossible. L'Imperium ne le saura pas avant qu'il soit trop tard pour nier. Les eaux noires ont livré ce qu'elles contenaient. Le silence qui suit une conclusion n'est pas le même silence qui précède une catastrophe. J'ai mis 6 jours à comprendre cette distinction. 6 jours pendant lesquels j'attendais un contre-coup, une réponse institutionnelle, le retour des agents sans désignation, n'importe quelle forme de réaction proportionnelle à ce qui s'était produit au point de convergence. Rien. Un silence d'une texture que je n'avais jamais rencontré dans 20 ans d'archivage. Pas même dans les périodes les plus calmes, entre 2 purges documentaires. Un silence qui digère. Les sources périphériques ont repris leur transmission 36 heures après l'arrêt des flottes tyrannides. Ce qu'elles transmettent maintenant diffère qualitativement de tout ce qu'elles avaient reproduit auparavant. Non pas dans leur forme, les canaux informels fonctionnent selon les mêmes mécanismes qu'avant, mais dans leur contenu. Les témoignages qui me parviennent ne décrivent plus des événements, ils décrivent des absences. La flotte ruche s'est retirée, pas repoussée, retirée, avec une cohérence directionnelle qui implique une décision plutôt qu'une déroute. Les vaisseaux russes de premier ordre, ceux dont la présence constituait depuis des décennies la menace gravitationnelle centrale dans la Segmentum Ultima, ont amorcé une trajectoire qui les éloigne des systèmes habités selon un vecteur que les analystes navals de la flotte impériale décrivent, dans les fragments qui me parviennent, comme inexplicablement ordonnés. Inexplicablement ordonnés. La formulation d'hommes qui observent une intelligence agir et refusent de nommer ce qu'ils voient. Au point de convergence, les instruments de détection ne captent plus la signature énergétique que j'avais documentée dans la partie précédente. Ce qu'ils captent à la place est une absence qualifiée, pas le vide ordinaire de l'espace interstellaire, mais quelque chose que les techniciens désignent comme une résonance résiduelle, une perturbation persistante dans les structures physiques locales qui indique qu'un événement d'une magnitude considérable s'est produit là sans laisser de traces directement analysables. Comme si l'événement lui-même avait consommé les instruments nécessaires à sa propre documentation. Je cherche Tibéros dans ces fragments. Son nom n'apparaît plus. Pas supprimé. Absent différemment, d'une absence qui ne ressemble pas aux suppressions institutionnelles que j'ai appris à reconnaître au cours de cette enquête. Les suppressions laissent des cicatrices dans la structure documentaire environnante. Cette absence est propre, organique, comme si les sources qu'il avait mentionnées avaient collectivement décidé, sans coordination visible, que ce nom n'avait plus de référent opérationnel à désigner. Un être qui n'est plus ce qu'il était ne peut plus être désigné par le nom de ce qu'il était. Les requins cramoisis, le chapitre, les frères, les structures institutionnelles qui entouraient Tibéros, sans comprendre ce qu'il était, continuent d'opérer selon les rapports disponibles. Leurs effectifs demeurent sans stable. Leurs engagements se poursuivent dans d'autres secteurs. Mais les témoignages concernant leur comportement depuis 48 heures décrivent une modification subtile dans leur posture collective. Une orientation différente, comme si une pression que chaque membre du chapitre avait intégrée, sans la nommer, avait soudainement cessé de s'exercer. Des guerriers qui ne savent pas qu'ils viennent de perdre quelque chose, ou de le libérer. J'ai relu l'intégralité de ce témoignage cette nuit. Toutes les parties, dans l'ordre, depuis l'introduction jusqu'ici. Ce que je lis ne ressemble plus tout à fait à ce que je croyais écrire quand je l'écrivais. Non pas parce que les faits auraient changé, les faits demeurent ce qu'ils sont, documentés avec la rigueur que ma formation exige, mais parce que le sens de leur assemblage m'apparaît maintenant différemment depuis l'autre côté de l'événement qu'ils annonçaient. J'écrivais vers quelque chose sans savoir que j'écrivais vers lui. La feuille est toujours là.
Les 4 mots gravés dans son substrat n'ont pas changé depuis leur apparition. Mais ce matin, en la tenant dans la lumière qui entre par la fenêtre, une fenêtre dont je n'avais pas ouvert les volets depuis le début de cette enquête. Une lumière ordinaire, banale, la lumière d'un monde qui continue. J'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. Sous les 4 mots ajoutés, sous la séquence génomique que l'agent sans désignation avait déposée, sous tout ce qui avait été inscrit sur cette feuille après sa création. Une watermark, un filigrane dans le substrat même du document, visible seulement sous un angle précis, seulement dans cette lumière particulière que je n'avais pas laissé entrer depuis des semaines. Un symbole que je reconnais, que tout archiviste de mon niveau reconnaîtrait. L'un des sceaux les plus anciens de l'administration Terran. Antérieur à l'Imperium, antérieur à l'unification, antérieur à presque tout ce que l'histoire officielle reconnaît comme point de départ. Le sceau personnel de Malcador. Cette feuille n'a pas été produite par les agents sans désignation. Elle n'a pas été produite par une institution contemporaine. Elle a été produite il y a très longtemps, par quelqu'un qui savait exactement dans quelles mains elle finirait, exactement à quel moment de l'histoire elle serait nécessaire, exactement quel archiviste obstiné et méthodique et insuffisamment prudent la trouverait dans les décombres de ses propres certitudes. Malcador savait, avant Nicaea, avant la dispersion des primarques, avant que l'hérésie transforme le projet impérial en une tragédie dont nous habitons encore les ruines. Il savait et il prépara. Pas des armées, pas des doctrines, une feuille, un fil conducteur calibré pour traverser 10 000 ans de suppression et atterrir sur la table d'un homme ordinaire au moment précis où cet homme ordinaire serait capable de comprendre ce qu'elle contenait. La patience de cela me dépasse entièrement. Je suis un homme de méthode. J'ai passé 20 ans à classer des vérités inconfortables dans des colonnes ordonnées. Ce que je tiens entre mes mains ce matin n'entre dans aucune colonne, n'appartient à aucune classification que j'ai jamais utilisée. Cela appartient à une temporalité que les humains ne sont pas construits pour habiter. Une temporalité où une décision prise avant notre naissance produit ses effets après notre mort. Où un être suffisamment patient peut traverser 10 000 ans d'histoire humaine comme on traverse une pièce, où la différence entre prévoir et contrôler s'efface dans l'étendue suffisante du calcul. L'Imperium compte jusqu'à 20 parce que c'est le nombre qu'on lui a appris. Malcador savait qu'il y en avait un autre. Il construisit autour de cet autre une architecture de silence et de patience et de fils conducteurs calibrés pour que la vérité survive à tout ce que l'institution ferait pour l'étouffer. Elle a survécu. Elle vit dans ce témoignage. Dans ces mots que vous entendez ou lisez depuis l'autre côté d'une enquête qui a consumé un homme et produit quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer. Les agents sans désignation ne reviendront pas. Je le sais maintenant, comme je sais que la lumière entre par la fenêtre, pas par déduction, par certitude directe, le type de certitude que la méthode ne peut pas produire et que l'expérience impose malgré elle. Leur travail est terminé. Le mien aussi. Ce qui commence maintenant n'appartient plus ni à eux ni à moi. Les eaux noires ont rendu ce qu'elles gardaient. L'Imperium digère en silence. Tibéros, ce que Tibéros est devenu, ce vers quoi il vieillissait depuis sa création, existe quelque part au-delà des catégories que cette enquête pouvait atteindre. Et Malcador, depuis 10 000 ans de silence calculé, a enfin reçu sa réponse. Je n'écris plus pour documenter. Cette distinction m'a pris toute la matinée à formuler avec la précision qu'elle mérite. 20 ans d'archivage ont creusé dans ma cognition des sillons si profonds que même maintenant, après les agents sans désignation, après la feuille de Malcador, après ce que les eaux noires ont rendu, mon instinct premier reste de classer, d'ordonner, de produire des colonnes là où il n'y a plus de colonnes possibles. J'écris pour autre chose. Je ne sais pas encore pourquoi exactement. Peut-être simplement parce que continuer à écrire est la seule forme de présence qui me reste dans un monde dont les structures familières se sont progressivement dissipées autour de moi depuis le début de cette enquête. Les sources périphériques se taisent une à une, pas supprimées, épuisées, comme si les témoins qui alimentaient ces canaux informels avaient collectivement atteint la limite de ce qu'ils pouvaient observer et transmettre. Comme si l'événement du point de convergence avait saturé leur capacité à produire des récits cohérents.
Ce qu'ils envoient encore ressemble à des fragments de rêves plutôt qu'à des rapports, des images sans contexte, des impressions sans ancrage factuel, la syntaxe désarticulée d'esprits qui ont regardé quelque chose que le langage ordinaire ne peut pas accueillir. Je reconnais cette syntaxe, c'est la mienne depuis 8 jours. Ce matin, j'ai tenté de rédiger un résumé factuel de l'intégralité de ce témoignage. Un document de synthèse, sobre, débarrassé des digressions oniriques et des spéculations métaphysiques, réduit aux preuves documentaires que ma formation reconnaît comme légitimes. J'ai écrit 3 phrases. La 4e refusait de venir. Pas par manque de mots, par manque de destinataire. Un résumé factuel suppose un lecteur institutionnel, un supérieur, un comité, une autorité capable de recevoir des preuves et d'agir en conséquence. Il n'existe plus de lecteur institutionnel pour ce que j'ai découvert. Les institutions qui auraient dû recevoir ces preuves sont précisément celles qui ont passé 10 000 ans à les détruire. Écrire pour elles serait écrire vers leur propre mécanisme de suppression. Alors j'écris vers vous. Vous qui entendez cette voix depuis l'autre côté de quelque chose que ni vous ni moi ne pouvons pleinement nommer. Vous qui avez suivi ce témoignage depuis ses premières certitudes méthodiques jusqu'à cette dissolution finale des frontières entre archives et expérience, entre preuve et présence. Tibéros existe au-delà de ce que ce témoignage peut atteindre. Malcador a calculé au-delà de ce que ce témoignage peut comprendre. L'impérium continue au-delà de ce que ce témoignage peut changer. Et moi, Admonius Vract, ancien scribe senior, archiviste converti en quelque chose sans désignation dans mes propres catalogues, je pose la plume sur une table éclairée par une lumière ordinaire. Le compte ne s'arrête pas à 20. Il ne s'est jamais arrêté. Quelqu'un a frappé à ma porte ce matin. Pas les agents sans désignation. Leur méthode d'entrée, je l'ai documentée, ne comprend pas les coups de frapper. Pas un voisin. Cet immeuble est vide depuis que j'ai cessé de compter les jours. Depuis que les couloirs ont pris cette qualité particulière d'abandon, qui précède non pas la destruction, mais l'oubli. Un bruit ordinaire, patient, le bruit de quelqu'un qui attend une réponse sans l'exiger. J'ai ouvert, dehors, personne. Un couloir vide avec cette lumière blafarde que les tubes luminescents produisent quand personne ne les a entretenus depuis trop longtemps. Mais sur le seuil, posé avec la même précision délibérée que la feuille de Malcador sur ma table, la même intention lisible dans le geste. Un document. Pas une feuille cette fois, un registre. Épais, relié dans un matériau que mes doigts reconnaissent immédiatement comme antérieur à tout ce que les tanneries contemporaines produisent. Portant sur sa couverture une désignation en caractère si ancien que je dois reconstruire leur sens depuis les racines étymologiques plutôt que depuis une lecture directe. Témoignage des antécédents. Volume non numéroté. Je l'ouvris debout dans l'embrasure de la porte parce que mes jambes refusèrent de me ramener à ma table avant que j'aie vérifié ce que les premières pages contenaient. Des voix. Des dizaines de voix, rédigées dans des langues diverses, couvrant des périodes que la datation approximative des encres situe entre la fin des âges sombres et le début de la Grande Croisade, chacune racontant depuis une perspective différente le même phénomène fondamental. Des êtres rencontrés aux marges. Des guerriers dont la nature dépassait les catégories disponibles. Des présences qui combattaient depuis avant que les guerres qu'ils menaient aient des noms officiels. Aucun de ces témoignages ne mentionne Tibéros. Aucun ne mentionne les requins cramoisis. Aucun ne mentionne le programme Antecedens Primaris par ce nom. Ils le décrivent tous. Des dizaines de témoins séparés par des siècles et des milliers d'années-lumière, n'ayant aucun moyen de se coordonner, produisant des récits qui convergent vers la même architecture d'être, la même densité physiologique impossible, la même temporalité décalée, les mêmes griffes ou leur équivalent fonctionnel selon l'époque et le contexte, la même qualité d'attente inscrite dans chaque geste. Tibéros n'est pas unique. Cette phrase me traverse avec la force d'une révélation que j'aurais dû anticiper et que ma méthode avait pourtant manqué. Toute mon enquête avait traité Tibéros comme un cas singulier, une anomalie à documenter, une exception à expliquer. Le registre que je tiens entre mes mains depuis le seuil de ma propre porte démantèle cette prémisse avec la patience accumulée de dizaines de témoignages qui précèdent le mien de plusieurs millénaires. Le programme Antecedens Primaris produisit plusieurs sujets.
Certains furent intégrés aux structures visibles de l'impérium sous des désignations qui dissimulaient leur Hans, leur nature. D'autres opèrent encore, comme Tibéros opérait, aux marges, dans les zones où les témoins humains ne survivent pas en nombre suffisant pour générer une documentation cohérente. D'autres encore ont peut-être déjà atteint leurs points de convergence respectifs, dans des secteurs dont les archives ont été supprimées avec la même méthodologie que j'ai appris à reconnaître au cours de cette enquête. Malcador ne préparait pas un fil conducteur, il préparait une cartographie. Ce registre en est une portion qui me fut livrée au moment précis où ma compréhension de Tibéros comme cas isolé avait atteint ses limites, où la prochaine question nécessaire était précisément celle à laquelle ces pages répondent. Quelqu'un administre cette cartographie. Quelqu'un qui connaît l'enquêteur avant qu'il commence à enquêter, qui calibre les révélations selon une progression pédagogique que je ne peux qualifier que de patiente au-delà de toute patience humaine. Pas Malcador lui-même. 10 000 ans séparent ses morts de ce couloir blafard. Mais quelqu'un qui a reçu ses instructions, qui les exécute avec la fidélité d'un archiviste ayant compris que certaines vérités ne se transmettent pas en bloc, mais par couches successives. Chaque couche rendue accessible seulement quand la précédente a été pleinement absorbée. Je referme le registre. Je retourne à ma table. Il reste des pages que je n'ai pas encore lues. Il reste des noms que je ne connais pas encore. L'Imperium compte jusqu'à 20. Malcador comptait autrement. Et le couloir derrière moi est vide, patient, attendant que je tourne la prochaine page. Le registre contient 47 témoignages complets et 19 fragments. J'ai passé 2 jours à les lire dans l'ordre où ils apparaissent, non pas l'ordre chronologique. Le registre ne suit pas de progression temporelle linéaire, mais un ordre que je ne sais qualifier qu'ainsi, pédagogique. Chaque témoignage prépare le suivant. Chaque voix ouvre une question que la voix suivante commence à traiter sans jamais l'épuiser complètement, transmettant le reste à la voix d'après dans une chaîne de compréhension partielle qui s'approfondit par accumulation plutôt que par résolution. Malcador enseignait, depuis 10 000 ans, à des élèves qu'il ne rencontrerait jamais. Les sujets du programme Antécédence Primaris que les témoignages décrivent ne sont pas identiques entre eux. Ce détail m'avait échappé dans ma première lecture. J'avais cherché des similitudes, des marqueurs communs, les signatures physiologiques que j'avais documentées chez Tibéros. Ces similitudes existent, mais les différences entre les sujets sont tout aussi délibérées que leurs points communs. Chaque sujet fut conçu pour une menace spécifique. Tibéros pour les tyrannides, cela, mon enquête l'avait établi. Mais le registre décrit d'autres convergences. Un être dont la physiologie présentait des résonances structurelles avec les technologies Nécron, documenté dans 3 témoignages distincts couvrant des engagements dans le segmentum solar, disparu des archives officielles après un événement que les témoins désignent uniquement comme le contact, sans précision supplémentaire. Un autre dont les marqueurs génomiques dormants s'activèrent au contact prolongé de la corruption du chaos. Un sujet dont le témoignage le plus détaillé fut rédigé par un observateur qui nota, avec une précision troublante, que la corruption ne progressait pas, mais reculait en présence de cet être. Des interfaces, chacune calibrée différemment, chacune déployée vers la menace pour laquelle elle avait été fabriquée. L'empereur ne construisait pas une armée, il construisait un système immunitaire. Cette métaphore s'imposa à moi depuis la page 32 du registre, et je ne l'ai pas trouvée depuis. Un organisme qui développe des réponses spécifiques à des pathogènes spécifiques, des anticorps, dont la forme complémente exactement la structure de ce qu'ils doivent neutraliser. Pas détruire, neutraliser. Le terme appartient à une biologie dont les mécanismes dépassent la simple destruction. Une biologie qui intègre, transforme, convertit la menace en quelque chose que l'organisme peut absorber sans en mourir. L'Imperium comme organisme vivant. Les sujets de Antécédence Primaris comme réponse immunitaire. Déployés en avance, maintenues dormantes jusqu'au contact nécessaire, ignorantes de leur propre nature pour que cette ignorance préserve leur intégrité fonctionnelle. Un anticorps qui se saurait anticorps ne pourrait peut-être plus remplir sa fonction avec la pureté aveugle que cette fonction exige. Le 19e fragment, incomplet, rédigé dans une main tremblante que la datation situe dans le siècle précédant immédiatement l'hérésie, pose une question que les témoignages suivants ne traitent pas.
Une question que personne après ce témoin anonyme n'a apparemment osé formuler. Si les sujets de antécédence primaris constituent le système immunitaire de l'impérium, que se passe-t-il quand toutes les menaces ont atteint leur point de convergence respectif? Quand chaque interface a accompli sa fonction? Quand le système immunitaire n'a plus rien à neutraliser? Est-ce que l'organisme survit à sa propre guérison? Je referme le registre sur cette question. Dehors, la lumière blafarde du couloir pulse une fois, imperceptiblement, comme une respiration. Puis redevient constante. L'immeuble n'est peut-être pas aussi vide que je le croyais. La lumière du couloir pulse encore cette nuit. Pas de manière mécanique, les défaillances électriques ont une rythmique irrégulière que 20 ans passés dans des bâtiments administratifs vieillissants m'ont appris à reconnaître instantanément. Ce que j'observe depuis le seuil de ma porte entr'ouverte suit une cadence organique, une respiration, un cœur. Quelque chose vit dans cet immeuble avec moi. Je ne cherche plus à l'identifier par les méthodes ordinaires. Cette décision, renoncer à la classification immédiate, laisser une présence exister sans lui imposer aussitôt une désignation taxonomique, représente peut-être la transformation la plus profonde que cette enquête ait opérée en moi. L'archiviste que j'étais n'aurait pas pu tolérer une présence non cataloguée à 3 mètres de sa porte. L'être que je suis devenu comprend que certaines choses demandent à être observées avant d'être nommées. Je retournai au registre, au fragment 19 et à sa question sans réponse. Puis, derrière lui, une page que j'avais manquée, collée contre la couverture intérieure par une humidité ancienne, séparable seulement en appliquant une pression que je n'avais pas exercée lors de mes lectures précédentes. Une page supplémentaire, rédigée dans une main différente de toutes celles que le registre contenait jusqu'alors. Une main que je reconnus immédiatement. Malcador n'avait pas laissé la question du fragment 19 sans réponse. Il avait simplement dissimulé la réponse derrière une résistance physique minimale. Suffisante pour qu'un lecteur pressé ou superficiel ne la trouve jamais. Insuffisante pour arrêter quelqu'un ayant lu les 47 témoignages précédents avec l'attention qu'ils exigeaient. Une dernière vérification pédagogique. Une dernière question posée à l'élève. Es-tu allé jusqu'au bout? J'étais allé jusqu'au bout. La réponse de Malcador au fragment 19 tenait en 3 paragraphes d'une densité que je vais tenter de restituer sans trahir. Non par crainte de la censure, toute censure institutionnelle a perdu sa prise sur ce que j'écris depuis que les agents sans désignation ont jugé mon témoignage utile plutôt que dangereux, mais par respect pour une formulation qui avait été pesée mot à mot par un esprit opérant à des échelles temporelles que je ne peux qu'approximer. L'organisme survit à sa propre guérison, mais pas sous la forme qu'il avait avant la maladie. Un corps traversé par une infection sévère et guéri n'est pas le corps d'avant. Il porte dans ses tissus la mémoire de ce qu'il a combattu. Non pas comme cicatrice, non pas comme handicap, mais comme capacité nouvelle, une immunité acquise, une complexité supplémentaire inscrite dans sa biologie par l'épreuve elle-même. L'impérium qui survivra aux convergences successives de ces interfaces ne sera pas l'impérium de la Grande Croisade, ne sera pas l'impérium de l'hérésie, ne sera pas l'impérium des 10 000 ans de déclin que nous habitons. Il sera quelque chose que Malcador voyait depuis son époque comme on voit une montagne depuis la plaine. La forme générale visible, les détails inaccessibles, la certitude de son existence suffisante pour orienter la marche même sans connaître le chemin exact. Le 3e paragraphe me concerne directement. Malcador décrit, avec la même précision pédagogique qui structure l'intégralité du registre, le profil de celui qui lirait cette page en dernier. Pas un guerrier, pas un psycheur, pas un inquisiteur, ni un custode, ni aucune des figures héroïques que l'iconographie impériale a érigées en instrument de sa propre survie. Un archiviste. Quelqu'un dont la formation repose sur la distinction entre preuve et interprétation, sur la patience de la reconstitution fragmentaire, sur la capacité à tenir ensemble des données contradictoires sans les résoudre prématurément. Quelqu'un que les institutions avaient rendu invisible précisément parce que son travail consistait à ranger des vérités inconfortables dans des colonnes ordonnées que personne ne lisait. Quelqu'un comme moi. Malcador m'attendait. Pas moi spécifiquement. Il ne pouvait pas connaître mon nom, ma trajectoire particulière, les accidents administratifs qui m'avaient redonné accès simultané à des archives normalement séparées. Mais il attendait quelqu'un de ma catégorie,
Il avait calibré le registre, la feuille, les fils conducteurs dans les archives, pour produire exactement le type de compréhension qu'un archiviste méthodique et obstiné développerait en les suivant jusqu'au bout. Ce témoignage n'est pas le produit de mon enquête. Il est le produit de la sienne. Je suis l'instrument par lequel Malcador a transmis, à travers 10 000 ans de suppression institutionnelle, une vérité que l'impérium ne pouvait pas accueillir en bloc, mais qui pouvait survivre fragmentée, distribuée, calibrée, pour se reconstituer dans un esprit précis au moment précis où l'événement qu'elle annonçait venait de se produire. La lumière du couloir pulse une dernière fois, puis s'éteint définitivement. Dans l'obscurité, quelque chose respire avec la régularité patiente d'un être qui a attendu très longtemps et qui n'a plus besoin d'attendre. Je ne rallume pas la lumière. Je laisse l'obscurité exister sans lui imposer de nom. Certaines présences se comprennent mieux dans le noir. Ce matin, j'ai compris que l'obscurité du couloir n'était pas une absence, mais une présence qui avait cessé de se cacher. Je restais immobile longtemps, assis à ma table, dos à la porte entr'ouverte, sentant derrière moi quelque chose dont la masse déplaçait l'air d'une façon impossible pour un humain. Je ne me retournai pas. Non par peur, la peur m'a quitté depuis longtemps, mais parce que je compris qu'un geste trop rapide serait une horreur, comme classer un document avant de l'avoir lu jusqu'à la fin. Je laissai la présence parler la première. Elle parla. Pas en gothique, ni en aucune langue connue. Quelque chose d'ancien, proche du proto-terran tardif. Pourtant, je compris chaque mot. Non parce que je parle cette langue, mais parce que comprendre était la seule réponse possible. Elle dit une seule chose. Le registre de Malcador était incomplet par dessein. Les 47 témoignages et les 19 fragments n'étaient que la partie transmissible d'une vérité. Le reste ne pouvait pas être écrit, car le langage le déformerait. Cette part devait être transmise autrement, par présence directe. Je me retournai. Dans l'embrasure de la porte se tenait un être. Sa forme portait la preuve de tout ce que les archives avaient seulement suggéré. Griffes, captant la lumière, yeux d'une patience vieille de siècles. Il ne parla plus. La transmission se fit en silence. Ce que je reçus ne peut pas être écrit. Le langage de ce document sert à décrire des preuves, des génomes, des archives. Pas ce genre de vérité. Je peux seulement dire ce qui suivit. Il se retourna et repartit dans le couloir. La porte se referma doucement. Je restai seul avec ce qu'il avait laissé en moi. Une certitude impossible à formuler. Une connaissance impossible à archiver. Une vérité destinée à vivre en moi, puis à disparaître avec moi. Comme Malcador l'avait prévu. Certaines vérités ne doivent pas être conservées. Elles doivent être vécues une seule fois, puis relâchées comme une respiration trop longtemps retenue.